L'affaire Dreyfus, c'est une histoire très compliquée. Alors mon propos, ce serait d'essayer, si je peux, de vous la rendre claire. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous donner une espèce de précis chronologique de cette affaire, que nous puissions bien en suivre les principales étapes du déroulement. Alors tout commence au mois de septembre 1894 au service français des renseignements. Nous l'appellerons le SR pour aller plus vite. Et le SR était dirigé alors par un colonel alsacien qui s'appelait Sander, S-A-N-D-H-E-2-R, Sander, et qui avait comme premier collaborateur le commandant, bientôt lieutenant-colonel Henri. Alors ce jour-là, qu'on n'a jamais défini exactement, on ne sait pas si c'est le 25, 26, enfin ce jour-là, de septembre 1994, le SR a entre les mains un papier extraordinaire. Comment est-ce qu'il l'a, ce papier? Ce papier vient, paraît-il, de l'ambassade d'Allemagne, je dis bien, paraît-il, de l'ambassade d'Allemagne. Il aurait été piqué dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand à Paris qui s'appelle Schwarzkoppen, piqué par quelqu'un que le SR français entretenait à l'ambassade d'Allemagne, c'est-à-dire une femme de ménage. Cette femme de ménage s'appelait Madame Bastian, elle recevait, je crois, 200 francs par mois, et elle apportait tous les 8 jours, tous les 15 jours au SR le contenu de la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand. Ce jour-là, dans ce qui était arrivé dans les fournitures de Madame Bastian, il y avait un papier étonnant. Il était sans date, il était sans signature, on va l'appeler le bordereau, quoique ce soit vraiment une lettre missive, envoyée par X à Schwarzkoppen, et on l'appelle bordereau parce qu'il y a l'énumération de documents. Alors je vous lis le début au moins de ce papier extraordinaire. Sans nouvelles, m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. Premièrement, une note sur le frein hydraulique du canon de 120. Une note sur les troupes de couverture. Troisièmement, une note sur une modification qui vient d'intervenir pour les formations de l'artillerie. Une note relative au corps expéditionnaire de Madagascar. Enfin, cinquièmement, le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne. Évidemment, c'est grave. Il y a donc un Français, et probablement un officier, pour qu'il soit aussi bien renseigné, qui fournit à l'Allemagne, par l'intermédiaire de Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand à Paris, je répète, fournit des documents intéressants de la défense nationale. Alors, il s'agit de savoir qui est ce mystérieux X. Alors qu'est-ce qu'on fait au SR? On fait faire 5 photographies de ce document. Pourquoi 5? Parce qu'il y a 4 bureaux militaires, alors on fera une photographie pour chaque chef de bureau et une photographie pour le ministre. Le ministre, un général, ministre de la guerre, il s'appelle le général Mercier. Les photographies doivent avoir été faites, comme ça, 28-29 septembre, mais alors la première date sérieuse connue de notre affaire, c'est 6 octobre. Qu'est-ce qui arrive le 6 octobre? Il arrive ce 6 octobre que le sous-chef du 3e bureau militaire, qui s'appelait le lieutenant-colonel Daboville, vient trouver SR, vient trouver Sander, chef du SR, et lui dit, je crois que j'ai reconnu l'écriture du bordereau. C'est l'écriture d'un garçon, d'un officier, qui a été stagiaire chez moi, qui a traversé l'état-major, qui n'y est plus maintenant, qui est en garnison à Paris. C'est un capitaine d'artillerie au 14e régiment d'artillerie, il s'appelle le capitaine Alfred Dreyfus. À mon avis, c'est l'écriture de Dreyfus. Et Daboville dit, j'ai recherché dans mes papiers, j'ai trouvé enfin quelques traces de l'écriture de Dreyfus, quand au début de cette année 94, il avait été stagiaire chez moi. À mon avis, c'est l'écriture. Alors vous voyez, il faudra se rappeler ceci, que ce Daboville, ce lieutenant-colonel Daboville, c'est celui en somme qui a accroché l'affaire Dreyfus, parce que c'est lui qui a prononcé pour la première fois le nom du capitaine Dreyfus, en disant, c'est l'auteur de ce mystérieux bordereau. Laissez-moi ouvrir là une petite parenthèse, j'ai l'impression que le lieutenant-colonel Daboville, il se serait moins empressé de reconnaître, en se trompant, l'écriture de Dreyfus sur le bordereau, s'il ne s'était pas agi d'un juif. Jamais on a vu encore d'officier juif passer à l'état-major. Ça avait été un scandale lorsque ce juif, Alfred Dreyfus, avait été stagiaire à l'état-major. Dans les bureaux, on n'en voulait pas, on essayait de se le refiler. Il y avait à ce moment-là un antisémitisme affreux dans l'armée, et le gouvernement tolérait des choses que je trouve, pour ma part, inadmissibles. Il y avait un journal qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par Drummond, et qui périodiquement, depuis 1892, faisait, je ne sais pas, tous les mois ou tous les 2 mois, un article intitulé « Les Juifs dans l'armée », désignant nommément les officiers juifs et concluant chaque fois qu'un juif était un traître en puissance. Bon, alors voilà que Dreyfus, ce malheureux Alfred Dreyfus, est désigné comme l'auteur du bordereau. Bien entendu, il faut vérifier l'affirmation de M. Daboville. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de la Guerre, Mercier, va convoquer le meilleur expert de France, c'est-à-dire l'expert de la Banque de France, qui s'appelait M. Gobert. Gobert met 3 jours pour se prononcer, il réfléchit bien, il travaille bien, il fait des comparaisons d'écriture.
Et il dit au ministre de la Guerre Mercier, non, vous vous trompez, enfin, ou plutôt M. Daboville se trompe, il n'y a pas de ressemblance réelle entre l'écriture du nommé Dreyfus et l'écriture du bordereau. Néanmoins, pour des raisons que nous verrons, Mercier, ministre de la Guerre, fonce. Et il va appeler un autre expert, qui du reste n'était pas un expert, c'était le chef du service anthropométrique à la préfecture de police, on se demande pourquoi il l'avait choisi, et il demande à ce garçon qui s'appelle Bertillon, il lui dit, vous allez me faire un nouveau rapport sur l'expertise, sur le bordereau. Avant, attention, avant que Bertillon n'ait remis son rapport, à la date du 12 octobre 1994, Mercier, ministre de la Guerre, décide l'arrestation du capitaine Dreyfus. Cette arrestation a lieu le dimanche 15 octobre à 9 h du matin. Dreyfus a été convoqué au ministère de la Guerre, on lui met la main sur l'épaule, on lui dit, vous êtes inculpé de trahison en prison. Alors Mercier va charger un officier qui s'appelle le commandant Dupaty de Clam de faire l'enquête. Dupaty de Clam est un brave homme qui n'était pas un homme très remarquablement intelligent, mais qui était fort honnête. Et Dupaty de Clam va essayer de trouver des informations sur ce Dreyfus. Voyez-vous, d'habitude, lorsqu'il s'agit d'une trahison, il y a deux explications possibles, il n'y en a même jamais que deux. L'explication banale, l'explication courante, c'est l'argent. Le traître est un type payé. Il y a parfois une explication idéologique, c'est-à-dire le traître est un homme qui, non pas par besoin d'argent, mais par haine de tel pays, renseigne le pays adverse. Alors Dupaty cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que ce Dreyfus. Il s'informe. Dreyfus est un homme riche, personnellement riche, un Alsacien, et il a épousé une fille très riche, qui s'appelle la fille Adamar, fille d'un diamantaire parisien. Donc ils ont beaucoup d'argent, il ne semble pas qu'il en ait besoin. Mais vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui en dépensent énormément. Alors est-ce que Dreyfus est un dépensier? Pas du tout, c'est un homme qui vit avec sa femme et ses 2 enfants, très tranquillement, rien sur lui, on fait des enquêtes de police, on le surveille, on regarde, il n'a pas de maîtresse, connue du moins, il ne va pas dans les clubs, il ne joue pas, il ne va pas aux courses, enfin, c'est pas un homme qui dépense. Alors pas d'explication, on ne voit pas du point de vue matériel, financier, pourquoi cet homme aurait trahi. Autre explication, idéologique, alors ce serait un gars qui déteste la France. Ça ne va pas non plus, parce que justement c'est un Alsacien, vous savez qu'à ce moment-là l'Alsace est possédée par l'Allemagne, une partie de la famille Dreyfus est restée dans les environs de Mulhouse, ils ont là une industrie, les Dreyfus qui sont restés là-bas gagnent beaucoup d'argent, et lui, précisément pour ne pas être sous la domination allemande, il a choisi de venir vivre en France, il a fait ses études militaires, passé par Saint-Cyr, et le voilà maintenant qui a une petite solde d'officier parce qu'il l'a choisi. Pas d'explication, quoi. Alors contre lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nouveau rapport de Bertillon. Alors celui-là, Bertillon a dit oui, je crois que c'est l'écriture de Dreyfus. Mais contredit par le rapport de Gobert, on va faire une expertise cette fois par 5 experts. Les experts vont se diviser. Il y en a 3 qui vont dire oui, c'est Dreyfus, 2 qui vont dire non, c'est pas Dreyfus. Toujours est-il que l'affaire se présente tellement mal que le 29 octobre 1994, Dupaty de Clam remet un rapport, terminant son enquête, remet un rapport au général Mercier, et lui dit, à mon avis, mon général, il faut abandonner les poursuites. C'est pas l'avis de Mercier. Mercier est absolument résolu à faire passer en jugement et à faire condamner Dreyfus. Le 28 novembre, Mercier va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il a été interviewé par un journaliste du Figaro, et il répond à ce journaliste qui lui dit, alors cette affaire de l'officier emprisonné, oui, dit Mercier, nous avons toutes les preuves de sa culpabilité, et il sera infailliblement condamné. Vous comprenez bien qu'il ne pouvait pas faire une déclaration pareille, puisqu'il est ministre de la Guerre, et que cet homme, Dreyfus, va passer en jugement. C'est donc le ministre de la Guerre qui préjugeait le jugement du Conseil de guerre, et qui semblait donner instruction aux officiers du Conseil de guerre, vous allez me condamner ce type-là. Alors c'était tellement maladroit ce qu'avait fait Mercier, qui était ministre de la Guerre, je vous le dis, que le président du Conseil, Dupuis, lance un démenti dans la presse, et dit un journal, qui était le Figaro, a attribué au ministre de la Guerre telle déclaration qu'il ne peut pas avoir faite, c'est inexact, le journaliste a mal compris, on ne peut pas préjuger le jugement qui aura lieu. Le Figaro imprime le démenti, parce que c'est l'ordre gouvernemental, mais fait suivre une petite note disant, mais notre correspondant, notre rédacteur, l'homme qui a interviewé Mercier, sait très bien que le général lui a dit les paroles qui ont été rapportées. Alors c'est à la fin de décembre que Dreyfus va passer en jugement. Et Mercier fait du mauvais sang, parce que les juges qui vont avoir à juger sur pièce, qu'est-ce qu'ils ont dans leur dossier? Ils n'ont rien. Rien. Ils ont le bordereau d'un côté et l'écriture de Dreyfus, et il y a une ressemblance entre l'écriture de Dreyfus et l'écriture du bordereau, ressemblance niée par l'expert Gobert, affirmée par l'expert Bertillon, et niée et affirmée, puisqu'il 3 contre 2, par les 5 autres experts. Alors Mercier se dit, il y a toutes les chances pour que, en présence d'un dossier à ce point vide, les juges militaires ne décident pas de relaxer ce Dreyfus. Et il ne le veut pas, Mercier. Alors Mercier va commettre le dernier jour du procès, ce qu'il faut bien appeler, ce n'est pas de la polémique, c'est un fait,
une forfaiture. Qu'est-ce que c'est que la forfaiture de Mercier? Eh bien voilà, le dernier jour, les juges avaient terminé, le procès était fini, les juges militaires s'étaient rassemblés dans une pièce, c'était le 22 décembre à 18h, et dans cette pièce, ils devaient discuter le coup pour savoir quel verdict ils allaient prononcer. C'est à ce moment-là, les débats étant terminés, que le ministre de la Guerre fait porter à ces juges qui sont réunis dans la petite salle de la Libération, leur fait porter ce qu'on va appeler le dossier secret. Pourquoi est-ce qu'il y a forfaiture? Parce que dans tout procès, qu'il s'agisse d'un procès civil ou procès militaire, on ne peut pas faire intervenir une pièce dont l'accusé n'a pas connaissance et dont son avocat, qui était maître de manche, n'a pas connaissance non plus. Une pièce clandestine. Dans ce dossier secret, il y avait 4 pièces. On le sait aujourd'hui, il y en avait 3 qui étaient sans valeur, qui étaient, comme on dit, des pièces de comparaison pour montrer l'écriture. Et puis la 4e pièce, elle est intéressante. C'était une lettre de l'attaché militaire allemand, Schwarzkoppen, à l'attaché militaire italien à Paris qui s'appelait Panizzardi. Et dans cette lettre, Schwarzkoppen disait à son collègue italien Panizzardi, je vous envoie 12 plans directeurs de Nice. Les plans directeurs, c'est des plans extrêmement minutieux de fortification. Donc, je vous envoie 12 plans directeurs de Nice que ce canaille de D, nous disons en français cette canaille, mais Schwarzkoppen écrivait en français approximatif, que ce canaille de D, des majuscules, m'a remis à votre intention, vous l'italien Panizzardi. Il n'y avait que D dans le document. Mais puisque le ministre de la Guerre engageait en somme sa parole, puisqu'il communiquait aux juges cette pièce en leur disant, vous voyez, il y a une pièce secrète où on voit bien que D c'est Dreyfus, les juges vont à l'unanimité déclarer Dreyfus coupable. Alors Dreyfus va être condamné au maximum. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la peine de mort, mais Mercier va changer ça. Dans quelques mois, Mercier fera voter la peine de mort pour les traîtres. Le maximum pour un traître, c'est à ce moment-là, s'il était militaire, la dégradation militaire et la détention à vie dans une enceinte fortifiée. Eh ben, Dreyfus a naturellement le maximum, il va être dégradé, et il va être conduit, vous le savez sans doute, dans cette petite île au nom prédestiné, l'île du Diable, qui était une possession française dans l'Atlantique au large de la Guyane. C'est le 5 janvier 1995 que le malheureux et innocent capitaine Dreyfus va être dégradé dans la cour de l'école militaire de Paris. On a souvent raconté cette dégradation, ça a été en effet abominable, il y avait 4000 hommes de troupes qui avaient été rassemblés. Devant ces 4000 hommes de troupes, on fait avancer Dreyfus, qui est encadré par 4 soldats. Il y a un adjudant de la garde républicaine qui a été choisi pour sa taille exceptionnelle, il a plus de 2 mètres de haut, qui va procéder à la dégradation proprement dite, c'est-à-dire qu'il va lui arracher ses galons et ses boutons qu'on a préalablement décousus pour que ce soit plus facile. Puis il a une inspiration, l'adjudant, enfin pour que ce soit plus drôle, quand il a pris le képi de Dreyfus pour arracher les galons, il a donné un coup de poing dans le képi, puis il lui a remis sur la tête, képi pointu maintenant, une espèce de bonnet de clown. Et c'est dans cet attirail que Dreyfus va être obligé de passer devant le front des troupes, enfin sur le quadrilatère des hommes rassemblés là, entouré de ces 4 soldats sabre clair, et ce malheureux gaillard, tous les 10 pas, il marche au pas, tous les 10 pas, spasmodiquement, il criait « Je suis innocent, vive la France !» Bon, il est parti, le voilà à la Guyane maintenant, dans son île du Diable. Il n'y a pas d'affaire Dreyfus, il faut bien comprendre ça, il n'y a pas d'affaire Dreyfus, parce que tous les Français qui ont lu cette histoire dans les journaux sont convaincus qu'il ne peut pas y avoir une erreur pour une chose si grave, puisque le conseiller de guerre, à l'unanimité, a reconnu coupable Dreyfus, c'est que malheureusement, cet homme était un traître. Pas d'affaire Dreyfus. Les mois passent. Nous voilà maintenant en mars 96. Vous voyez, 5 janvier 95, mars 96. En mars 96, le service français des renseignements, le SR, a changé de titulaire. Sander était tombé malade au milieu de 95, il avait été remplacé par un lieutenant-colonel Picard. En mars 96, le colonel Picard a à son tour entre les mains un très curieux document. Cette fois, il ne s'agit plus d'une lettre mystérieuse, non datée et non signée, qui aurait été trouvée dans la corbeille à papier de Schwarzkoppen. Il s'agit cette fois de quelque chose qui vient encore de la corbeille à papier de Schwarzkoppen, c'est toujours la femme de ménage qui l'a apporté au SR, mais c'est un petit bleu, ce qu'on appelait à ce moment-là un petit bleu, c'est un pneumatique. Un petit bleu que Schwarzkoppen avait écrit, puis il s'était ravisé, il l'avait déchiré en petits morceaux, il l'avait laissé tomber dans un café à papier, et Mme Bastien l'avait piqué là. Ce petit bleu était adressé à un officier français, un major d'infanterie, le major Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance. Notez que ce n'est pas tout à fait extraordinaire, enfin, qu'un officier allemand accrédité à Paris dans une mission militaire s'adresse à un officier français, ça pouvait être pour une invitation au bridge, pas quelque chose de mondain. C'était le texte de ce petit bleu qui était inquiétant. En effet, Schwarzkoppen disait à ce commandant Esterhazy, il lui disait « J'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites pour savoir si oui ou non je peux continuer mes relations avec la maison R, R majuscule, c'est tout.
C'était inquiétant, hein, mais enfin, ça prouvait rien, parce que cette maison R, ça pouvait être je ne sais quel fournisseur, moi, un tailleur, marchand de primeur, enfin ce que vous voudrez. Enfin, ça valait la peine de faire une enquête. Alors Picard fait faire une enquête sur Esterhazy. Et autant l'enquête sur Dreyfus avait abouti à considérer ce Dreyfus comme un parfait honnête homme, autant l'enquête sur Esterhazy offre des résultats inquiétants. Esterhazy, il est marié, lui aussi, comme Dreyfus, et même avec une fille de la noblesse. Il a 2 enfants, cette femme. Seulement, il ne vit pas avec sa femme. Il l'a abandonnée, elle et les 2 enfants. Et il vit avec une ancienne prostituée, qui est maintenant entretenue par lui, qui s'appelle Marguerite Pays. Il paye son loyer, il habite là avec elle, 27 rue de la Bienfaisance. D'autre part, cet individu est couvert de dettes. C'est un joueur, c'est un homme qui a eu des histoires impossibles. 2 fois, il a failli se faire chasser de l'armée, ce sont des interventions politiques qui l'y ont maintenu. Enfin, le personnage le plus suspect. Par conséquent, ça devient mauvais, son cas. Picard continue. Et un jour, le lieutenant-colonel Picard reçoit, si je puis dire, un coup au cœur, parce qu'il s'est procuré de l'écriture d'Esterhazy, et quand il regarde l'écriture d'Esterhazy, il s'aperçoit que cette écriture, je ne dis pas ressemble à l'écriture du fameux bordereau, mais c'est l'écriture du bordereau. L'identité est absolue. Alors Picard est assez bouleversé, il se dit quoi? Alors, par conséquent, le type qui est au bagne depuis 95, puis 1 an, puis plus d'1 an, il est innocent. Et j'ai mis la main sur celui qui a vraiment écrit le bordereau sur lequel l'infortuné Dreyfus a été condamné. Alors qu'est-ce qu'il fait, Picard? Ben, il fait ce qu'il veut faire, il prend son temps du reste, parce qu'il sent qu'il a une histoire dangereuse entre les mains, et il va voir ses chefs. Ces 2 chefs, c'est le général Gons, G-O-N-S-E, Gons, sous-chef de l'état-major général de l'armée, et le général Le Mouton de Boisdeffre, chef suprême de l'armée. Et Picard a la stupeur d'entendre ces 2 généraux, l'un après l'autre, lui tenir le même langage. Ils lui disent « Ah, vous avez trouvé un nouveau traître !» C'est assommant, enfin, l'armée est remplie de traîtres. Bon, épinglez-le, mais alors allez-y doucement, il ne faut pas d'histoire, il faut être sûr de votre coup. Mais on ne reparle pas de l'affaire Dreyfus. Ah, Picard dit « Mais mon général, enfin, vous ne comprenez pas. Je ne dis pas que j'ai trouvé un nouveau traître. Je dis j'ai trouvé le traître, à la place duquel il y a un innocent à l'île du diable. » Visage de marbre des 2 généraux, qui lui disent « Vous nous avez bien compris, colonel. On ne rouvre pas le dossier Dreyfus. C'est fini. Dreyfus restera condamné. » Picard s'aperçoit très rapidement qu'il a fait une erreur en soulevant, si je puis dire, ce lièvre. Parce que lui, SR, chef du SR, ben, il doit rester à son bureau, hein, chef du service des renseignements, centraliste des renseignements, il est à Paris, quoi. Alors on l'envoie brusquement en mission. On lui dit, vous avez une mission d'inspection à faire du côté de la frontière de l'Est. Il y va. Puis quand il a terminé son inspection, il envoie le télégramme. Enfin, mission terminée, je rentre. Pas du tout, effet de boomerang. Enfin, on lui revient un autre télégramme qui lui dit, vous avez une seconde mission à faire. Cette fois, vous allez à Besançon. Il commence un peu à se méfier. En effet, quand il fait sa mission d'inspection à Besançon, il envoie son 2e télégramme, mission terminée, je rentre. Pas du tout, vous partez pour Marseille. Et quand il arrive à Marseille, il reçoit là un ordre d'affectation. Il est envoyé, lui, chef du SR, tout simplement au commandement d'un régiment de tirailleurs à Sousse, en Tunisie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on n'a pas voulu le dégommer d'une manière ouverte, mais on lui a retiré, doucement, sans histoire, clandestinement, on lui a retiré ses fonctions de chef du SR. On l'envoie au fin fond de la Tunisie, il doit se tenir tranquille. Et effectivement, il se tient tranquille. Il ne dit rien. Cependant, la famille Dreyfus, Madame Dreyfus, qui sait bien que son mari est innocent, et le frère de Dreyfus, qui s'appelle Mathieu Dreyfus, cherche tous les moyens d'obtenir la réhabilitation du frère et du mari injustement condamnés. Ils ont obtenu, dit Dreyfus, un renseignement. Ils ont su, par une indiscrétion qui vient du président de la République, enfin c'est trop long à vous expliquer, ils ont su la forfaiture qui s'était commise de la part de Mercier pendant le procès. Alors ils ont pris un collaborateur qui s'appelait Bernard Lazare, qui savait bien écrire, et ils ont demandé à Lazare de faire une brochure là-dessus. La brochure de Bernard Lazare va paraître le 8 novembre 1996. Ça s'appellera « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». Mais le seul document, et c'est même pas un document, enfin le seul argument qu'a Bernard Lazare et que possède la famille Dreyfus, c'est le procès doit être refait parce qu'il y a eu un vice de forme, enfin une irrégularité très grave, communication de pièces à l'insu de l'accusé et de son avocat. Ça paraît le 8 novembre. Aucun résultat, enfin les gens lisent ça avec une indifférence complète en se disant ne c'est pas sérieux. Néanmoins, un député, je vous raconte une histoire qui a l'air sans importance, mais ça aura beaucoup d'importance pour la suite. Un député, qui s'appelait Castellin, veut interpeller le gouvernement sur ce qu'il croit être une espèce de manœuvre pour remettre en cause la culpabilité de Dreyfus et le jugement du Conseil de guerre. Alors l'interpellation va avoir lieu le 18 novembre 1996, et le nouveau ministre de la guerre, qui était aussi un général, qui s'appelle Villot, ce jour-là, 18 novembre 1996, dit comme négligemment à la tribune de l'Assemblée, enfin il y a une brochure qui est apparue là-dessus, c'est pas intéressant, le capitaine Dreyfus a été
et là je vous assure qu'il avait pesé ses adverbes, a été justement et régulièrement condamné. Justement, ça veut dire qu'il a été condamné avec justice parce qu'il a été coupable. Il a été régulièrement condamné. Il n'y a pas de vice de forme, quoi que raconte la famille Dreyfus. Bon, toujours pas d'affaire Dreyfus. Troisième temps. Nous sommes maintenant en juin 97. Il y a donc 2 ans que Dreyfus est au bal. Juin 97. Le lieutenant-colonel Picard, qui était à Sousse, comme vous savez, a demandé un congé. Et il s'est rendu à Paris. Et le 21 juin 97, à Paris, dans le bureau d'un avocat, qui était un de ses amis, qui s'appelait l'avocat Leblois, lequel était aussi conseiller municipal de Paris. Dans le bureau de l'avocat Leblois, Picard mange le morceau. Et il dit à Leblois tout ce que je viens de vous raconter. Il lui dit, j'ai eu entre les mains la preuve que Dreyfus est innocent, je sais qu'elle est coupable, il s'appelle Esterhazy, ne bougez pas Leblois, enfin il fallait que vous sachiez ça, vous bougerez lorsque je vous dirai de le faire. Eh bien, Leblois va ne pas respecter cette consigne parce que se taire dans une question pareille, ça lui paraît impossible, étant donné qu'il y a un innocent qui est là-bas au bal. Et comme lui est un petit personnage parisien, il n'a pas la surface suffisante pour faire ce qu'il veut faire, il va chercher quelqu'un d'important, quelqu'un qui pourra se faire écouter pour prendre en main cette affaire de réhabilitation. C'est là où Leblois pense à M. Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, c'était un Alsacien, il prononçait lui Scheurer-Kestner, mais les Français disaient Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, un vieil homme qui est entouré d'une estime générale, c'est un homme du centre, il n'a d'ennemis ni à droite ni à gauche, en plus patriotisme indiscutable, c'est un Alsacien, il a été autrefois député protestataire, enfin il est parfait, c'est un homme tranquille, c'est un homme calme. Alors pour accrocher une pareille affaire, il fallait justement un homme calme et respecté. Alors Scheurer-Kestner voit le dossier, que lui a expliqué Leblois, il dit mais c'est évident, quoi, il faut absolument faire réhabiliter ce capitaine innocent. Et Scheurer va trouver le ministre de la guerre, qui était toujours Billaud, dont je vous parlais il y a un instant. En plus, Scheurer tutoie Billaud. Alors j'ai vu le récit de Scheurer-Kestner, c'est pas encore publié aujourd'hui, le récit de sa visite à Billaud. Il est amené chez lui et il lui a dit, mon Dieu, j'ai entre les mains l'histoire du tonnerre de Dieu, c'est très grave. Le conseiller de guerre s'est trompé, on a condamné un innocent. Je comprends bien que si la politique s'en mêle, si les vilains, enfin les socialistes, apprennent une chose comme ça, ils vont prendre prétexte pour faire une campagne contre l'armée, il ne faut pas de ça. Il faut que ce soit toi, Billaud, ministre de la guerre, qui prenne l'initiative de l'affaire, de la révision. Tu diras, ben, c'est pénible à dire, en fait, tu diras, un conseiller de guerre s'est trompé, mais il s'est trompé loyalement, alors nous réparons tout de suite. On met à la place le vrai coupable, qui s'appelle Esterhazy, puis on va couvrir d'honneur ce malheureux Dreyfus, on va lui offrir de l'argent, il n'en voudra pas, mais je sais pas, on va le nommer tout de suite colonel, on va le décorer. Billaud dit, oui, c'est sérieux, en effet, ce que tu m'apportes, il y a un dossier dramatique. Mais tu sais, moi, je suis ministre de la guerre, un ministre de la guerre, ça change. Ce qui persiste dans l'armée, c'est le chef d'état-major général. C'est Boisdeffre, quoi, le mouton de Boisdeffre. Il faut que j'ai l'accord de Boisdeffre. Alors les jours vont passer, et Billaud ne fera rien, parce qu'il en a parlé à Boisdeffre. Et Boisdeffre a dit au ministre ce qu'il avait déjà dit à Picard. Pas question, mais pas question, de rouvrir le dossier de Dreyfus. Dreyfus est condamné, il restera condamné. Alors Scheurer dit à Billaud, qu'il le revoit, il lui dit, écoute mon vieux, puisque l'armée ne veut pas marcher, ben je vais marcher, moi. Et je te donne 15 jours, hein, le 15 novembre. Si tu n'as pas bougé, si l'armée n'a pas pris l'initiative de la réhabilitation, je fonce. Billaud est très embêté, mais rien, il ne peut pas, puisqu'il est tenu par l'armée, par Boisdeffre. Alors le 15 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer 2 choses qui ont été conjuguées. Ce 15 novembre, lui, Scheurer-Kestner, va publier dans la presse une lettre révélant la forfaiture de 94 pour faire casser le jugement, pour vice de forme. Et le même jour, Mathieu Dreyfus, le frère de Dreyfus, qui a été informé par Scheurer-Kestner, fait une lettre au ministre de la Guerre, également une lettre ouverte, enfin imprimée dans tous les journaux parisiens, disant, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de solliciter non pas de votre bienveillance, mais de votre justice, la réhabilitation de mon frère innocent, et je suis en mesure de vous désigner le vrai coupable, qui s'appelle le commandant Esterhazy. Le nom est imprimé pour la première fois. Alors maintenant, il y a eu l'affaire Dreyfus. Jusqu'à présent, personne n'en parlait, ou un tout petit groupe de gens, très très silencieux, enfin dans l'état-major. Mais le 15 novembre 97, toute la France, et bientôt l'Europe, va s'occuper de cette histoire. L'épreuve était donc là, puisqu'il y avait une ressemblance d'écriture flagrante entre l'écriture d'Esterhazy et l'écriture du Bordereau. Le journal Le Figaro, qui prenait fait et cause pour la vérité et pour la justice, avait même fait une affiche, 300 000 exemplaires dans les rues de Paris. Cette affiche comportait, elle était en 2 parties, hein, deux parties parallèles. Alors d'un côté, il y avait une reproduction d'une lettre d'Esterhazy et une lettre, je vous assure, assez extraordinaire, un peu une lettre qu'il avait écrite autrefois en 1882 à une de ses maîtresses. Il s'était brouillé avec cette maîtresse parce qu'il lui avait escroqué 30 000 francs, et alors cette femme avait vendu le document au Figaro, une lettre inouïe, écrite par un officier français, Esterhazy, lequel disait
Ma joie, enfin mon ambition, ce serait d'entrer un jour dans Paris à la tête d'un escadron de Uhlans. Vous savez, les hussards prussiens, quoi. Et de sabrer 100 000 Parisiens. Ça avait pas mal d'allure de la part d'un officier français. Alors donc, cette lettre paraissait en facsimilé le Figaro, à l'affiche du Figaro, et de l'autre côté, le facsimilé du bordereau. Tout le monde voyait l'identité de l'écriture. Alors les quelques amis de l'innocent, de Dreyfus, étaient tranquilles un peu. Ils se disaient, quand ce type va passer en conseil de guerre, il ne peut pas ne pas passer en conseil de guerre, ben, sa condamnation est certaine, puisque l'identité d'écriture est là, tout le monde l'a vu. Ben, je crois que vous savez ce qui va se passer. Le deuxième conseil de guerre va se réunir le 10 janvier 98. Il avait fallu 4 jours au premier conseil de guerre, celui de 94, pour déclarer coupable l'innocent Dreyfus. Il ne faudra pas 48 heures au deuxième conseil de guerre, 10 et 11 janvier 98, pour déclarer innocent le coupable Estérès. L'état-major avait gagné. Alors les dreyfusistes, comme on disait à ce moment-là, avaient les bras cassés, on ne peut plus rien faire. Si, il y a quelqu'un qui a une idée, un civil, Zola. Zola s'est dit, puisque c'est couru maintenant, c'est vu, quoi, tant qu'on laissera cette affaire entre les mains de la justice militaire, la vérité sera étouffée. Alors il faut arracher de force cette affaire à la justice militaire. Il faut la traîner devant la justice civile, parce que là, on peut tout dire. Alors je vais me faire poursuivre, disait Zola. Et il a écrit cette fameuse lettre au président de la République qui s'appellera « J'accuse », où il accuse nominativement des gens. Il dit « J'accuse Mercier d'avoir commis une forfaiture. J'accuse le premier conseiller de guerre d'avoir condamné un innocent. J'accuse le deuxième conseil de guerre, le conseil de guerre de Esterhazy, d'avoir sciemment déclaré innocent un coupable. » Et il ajoutait, Zola, et je sais parfaitement que faisant ce que je fais, je me place sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse, concernant la diffamation, et c'est volontairement que je le fais, car je veux être poursuivi devant les assises. Boisdeffre est très ennuyé. Boisdeffre voit la manœuvre de Zola. Boisdeffre voit que Zola a imaginé d'arracher cette affaire au bureau militaire pour la passer devant un tribunal civil. Alors pendant 6-7 jours, Boisdeffre va insister auprès du gouvernement pour dire ne poursuivez pas Zola. Pas moyen de ne pas le poursuivre. Zola a accusé l'état-major, enfin, crime de lèse-majesté, il faut qu'il soit poursuivi. Alors il sera poursuivi. Il va passer en jugement à partir du 7 février jusqu'au 23 février. Et naturellement, l'armée s'est arrangée pour qu'il soit condamné, pensez, il sera condamné, au maximum. 1 an de prison, 3 000 francs d'amende, mais il a gagné tout de même. Il a gagné parce que cette fois, la publicité des débats était ouverte. Parce que toute la presse qui en parlait, même vraiment, on peut presque dire la presse mondiale. Alors quand on voyait jour par jour les comptes rendus des débats, on s'apercevait que cette histoire qui était claire en apparence, n'elle l'était pas du tout. Et qu'il y avait toutes sortes de chances pour que l'armée couvrît quelqu'un. Couvrît, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Quels étaient ces mystères? Qu'est-ce que c'était ces souterrains? Bon, l'armée, enfin la haute armée semble avoir gagné puisque Zola est condamné. Mais regardez ce qui se passe à ce moment-là. Il a été condamné le 23 février 98. Le 1er avril 98, le ministre de la Guerre prescrit au SR de refaire le dossier Dreyfus. Au cas où, on ne sait pas, enfin, au cas où des civils y mettraient le nez, au cas où il y aurait une révision. Il faut refaire le dossier, il faut le remplir ce dossier. Vous savez, il était éthique, enfin, il n'y avait rien. Il va devenir obèse. Il y aura maintenant 340 pièces, nous y reviendrons là-dessus. Et puis d'autre part, on voit les principaux meneurs de l'opération se retirer. On voit Henri, par exemple, le commandant Henri, qui était acharné à la culpabilité de Dreyfus, qui déclare à ce moment-là qu'il en a assez de rester au SR, qu'il voudrait aller dans une campagne, faire une campagne coloniale, enfin c'est plus agréable, et puis, dans un langage que j'ose à peine rapporter ici, il dit « Oh, je ne veux pas rester au SR, on n'y attrape que des coups de pied, etc. » Bon. Et puis d'autre part, voilà Gons, le général Gons, vous savez, le sous-chef, qui a des douleurs d'entrailles, il fallait sortir à ce moment-là. Et puis voilà Boisdeffre, qui a un anthrax dans le dos. Il dit, oh non, je souffre beaucoup, enfin je peux plus rester là où je suis, est-ce qu'on pourrait pas me nommer ambassadeur à Saint-Pétersbourg? Ils sont en train de partir. Alors, le nouveau ministre de la guerre, cette fois c'est un civil, il s'appelle Cavaignac, décide de vider l'abcès, parce que tout le monde parle de cette histoire Dreyfus. Et il dit, je vais déclarer à la tribune de la Chambre la vérité là-dessus. Et le 7 juillet 98, Cavaignac va donner lecture d'une certaine pièce, le document écrasant, enfin le document qui prouve la culpabilité de Dreyfus. Un document qu'on ne connaissait pas encore en 94, mais qui était intervenu en 96, au moment, vous vous rappelez, où Castelin, le député, voulait faire une interpellation sur les manœuvres de la famille Dreyfus, et paraît-il, on avait trouvé, enfin le SR avait saisi à ce moment-là, une petite lettre au crayon, écrite par l'attaché militaire italien, Panizzardi, à son collègue allemand Schwarzkoppen. Et la voilà, cette petite lettre que Cavaignac va lire à la tribune de l'Assemblée nationale. Il va dire, mon cher ami, j'apprends qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Cette fois, il n'y avait pas D, il y avait Dreyfus. Si on me demande à Rome de nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais eu des relations avec ce juif. Et si on vous demande, vous, de Berlin,
Dites comme moi, car il ne faut pas qu'on sache jamais personne ce qui nous est arrivé avec lui. Évidemment, c'était écrasant. C'est la preuve que Dreyfus était coupable. Ça se passe le 7 juillet 98. Le 30 août 98. Le 30 août 98. Henry, le lieutenant-colonel Henry, va avouer dans le bureau du ministre de la Guerre que c'est lui qui a fabriqué ce document, que c'est un faux. Alors il est incarcéré le soir du 30 août, le 31 août dans l'après-midi, à 6 heures du soir, quand on vient lui apporter sa nourriture, là au Mont-Valérien, pas moyen d'ouvrir sa porte, il s'est barricadé, alors on enfonce la porte, et on trouve le colonel Henry étendu sur cette couchette, la gorge coupée, mort, et tenant un rasoir dans la main gauche, alors qu'il n'était pas gaucher. Madame Dreyfus immédiatement s'empare de l'affaire pour dire, eh bien, le seul document contre mon mari s'est écroulé puisque Henry a avoué que c'est un faux, je demande la réhabilitation. Il faudra beaucoup de temps pour que la Chambre se décide et pour que la Cour de cassation se décide, mais elle se décidera. Si bien que le 3 juin 99, Dreyfus va être déclaré, enfin, on va casser, la Cour de cassation va casser le jugement. Il va être déclaré prévenu, vous comprenez, prévenu, mais non plus condamné, puisque la Cour de cassation casse le jugement de 94. Il faut qu'il repasse un jugement devant le Conseil de guerre. Un deuxième Conseil de guerre pour Dreyfus. Celui-là se réunira à Rennes, parce que l'opinion publique est tellement alarmée, est tellement alertée sur l'affaire Dreyfus, que si ça se passe à Paris, il y aura peut-être des bagarres. Alors on a choisi Rennes, loin, en Bretagne, tranquille. Un très long deuxième procès, qui s'ouvrira le 7 août, et qui se terminera le 9 septembre 99. Mais le 9 septembre 99, alors cette fois, les juges du Conseil de guerre vont se prononcer, oh, il n'y aura plus d'unanimité. Vous comprenez bien qu'ils ne vont pas démentir leurs camarades, leurs collègues de 94, mais enfin ils seront séparés. Sur les 7 juges, il y en a 5 qui reconnaîtront Dreyfus coupable, il y en a 2 qui diront qu'il est innocent, alors finalement Dreyfus sera recondamné, mais avec circonstances atténuantes. Et personne ne comprendra ce que peuvent être les circonstances atténuantes d'une trahison. En réalité, tout était combiné déjà avec le gouvernement et avec l'armée. On allait faire cette espèce de faux jugement de condamnation parce que 10 jours plus tard, exactement le 19 septembre, le gouvernement va gracier Dreyfus. À la suite de cette grâce va intervenir une amnistie, c'est-à-dire que tout fait connexe en rapport avec l'affaire Dreyfus sera amnistié d'avance, on n'en parlera plus, on passe l'éponge, c'est fini. Dreyfus est gracié, mais il n'est pas réhabilité. Et il veut être réhabilité. Il faudra encore des années. C'est Jaurès qui va s'en occuper grâce au ministère Combes. C'est en 1903 qu'on reprendra le processus de réhabilitation. Deuxième déclaration de la Cour de cassation qui cassera en 1906 le jugement de 99, qui le cassera sans recours, sans report, c'est-à-dire il est cassé, donc Dreyfus est reconnu innocent. Et le 12 juillet 1906, dans la cour de l'école militaire, là où Dreyfus avait été dégradé, eh bien, ce jour-là, devant 4000 hommes de nouveau, il sera décoré de la Légion d'honneur. L'affaire Dreyfus avait duré 12 ans.